policière, c'est un terme qui n'existe pas. Parce que violence policière, ça fait référence à toute une institution qui serait donc toute en train de produire des violences. Donc ça serait l'institution elle-même qui serait en danger. Violence de policier, c'est quelque chose de différent, ou violence illégitime si on veut. Donc, on ne cesse d'ailleurs de le répéter, beaucoup d'hommes politiques, pas forcément dans la majorité, cessent de répéter que faire attention aux mots et que les mots ont leur importance. On ne peut pas mettre en accusation toute une corporation de cette manière-là. Ensuite, quand on parle d'échec de maintien d'ordre, c'est déjà un prérequis, un présupposé qui est bien impératif. L'échec de maintien d'ordre au niveau français, c'est ce que vous avez dit, il me semble, ça voudrait dire d'une part que nous sommes en échec et qu'il y a juste la France qui est en échec dans ce domaine. Donc encore une fois, là aussi, il faut faire attention aux mots qu'on emploie et essayer de prendre un peu de la distance avec ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais répondre à votre question dans un même cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous nous sommes retrouvés en France sur des maintiens d'ordre très difficiles, de manière répétée, très violents, avec des agressions sur les policiers, sur les gendarmes qui travaillaient sur ces maintiens d'ordre. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce domaine-là, on n'est pas sur un match de foot. Il n'y a pas deux équipes qui sont à égalité avec un arbitre central qui siffle la fin du match. Il n'y a pas deux équipes comme ça qui sont à égalité. Vous avez d'un côté des manifestants, dont certains ont été ces derniers temps très violents, qui donc ont agressé des policiers et des gendarmes sur les points, ont agressé des gens, ont essayé de brûler des bâtiments, ont brûlé des bâtiments aussi. Et de l'autre côté, vous avez des policiers et des gendarmes qui ont l'usage exclusif de la violence légitime. Policiers, gendarmes, policiers municipaux sont une population qui ont la possibilité d'utiliser la violence légitime pour pouvoir arriver au bout de leur mission. Mission d'arrestation, par exemple, d'un individu particulièrement dangereux, qui ne va pas se rendre de cette manière-là, qu'on va être obligé d'interpeller par la force, pour protéger le citoyen, ou tout simplement, en ce qui nous concerne, dans les maintiens d'ordre, de la violence légitime qui va être nécessaire pour pouvoir se dégager, pour pouvoir empêcher qu'on brûle des bâtiments, pour pouvoir empêcher qu'on pille des commerces. Ça, c'est la violence légitime. Partant de là, et c'est là où j'arrive à votre question, il peut y avoir des problèmes de riposte disproportionnée. Et la riposte, et après cette riposte disproportionnée, il faut l'analyser. De quelle manière elle a été utilisée? Pourquoi elle a été utilisée? Mais s'il y a riposte, à chaque fois, c'est parce qu'il y a agression. Il n'y aurait pas d'agression dans ce domaine précis, il n'y aurait sans doute pas ce type de riposte-là. Pour autant, cette disproportion de la riposte, elle doit être analysée et il doit y avoir une enquête là-dessus. À chaque fois qu'il y a eu un problème de ce type-là, un problème important, il y a toujours eu une enquête par l'IGPN sous l'autorité d'un magistrat. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a eu une enquête de ce type-là. Ce qui n'est pas forcément valable de l'autre côté. C'est-à-dire quand il y a une agression d'un policier, quand il y a une agression d'un gendarme, il n'y a pas forcément à chaque fois des enquêtes parce que les gens ne sont pas retrouvés, parce qu'ils sont rapides, parce qu'ils ne sont pas... voilà, un certain nombre de choses. Donc à chaque fois, il y a une enquête de ce type-là. Et c'est toujours l'enquête qui, à un certain moment, est l'enquête judiciaire, qui va dire ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que la vérité de ce qui se passe sur le terrain, même si au départ, elle nous frappe, on la voit, elle est paraît-il, évidente, en fait, la vérité qui va surgir, c'est la vérité qui surgira au bout de l'enquête, parce que les enquêteurs, sous l'autorité des magistrats, vont pouvoir travailler à charge et à décharge, en sachant ce qui s'est passé avant en particulier nous ce qu'on a vu sur la télé, ou sur la télé ou sur les réseaux sociaux, et en sachant ce qui s'est passé après, et dans quelles conditions ça s'est passé. Donc c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, pour autant, ça ne veut pas dire qu'à un certain moment, des policiers ou des gendarmes n'ont pas outrepassé leur violence illégitime, se transformant ainsi en violence légitime. Je suis un peu long, mais je vous donne un exemple simple. Un exemple simple que j'ai vécu en tant que chef
d'autorité de policiers sur un maintien d'ordre, quand vous donnez l'ordre de la dispersion parce que vous avez donné les sommations d'usage et que c'est le moment de la dispersion, et que vous transformez votre manifestation en attroupement, donc en un délit, vous avez une dispersion à faire. Si vous la faites physiquement, vous allez la faire avec une charge, et à ce moment-là, les policiers emploieront l'usage de la violence légitime. Si, sur la charge, il y a quelqu'un qui tombe et on lui marche dessus ou on lui met un coup de pied, là, on se transforme en violence illégitime et il y a une enquête. C'est faux. C'est faux? C'est faux. Les pays nordiques et les pays comme l'Espagne, c'est faux, je vais vous dire pourquoi c'est faux. Parce que en ce moment, il y a un groupe de travail sur les techniques de maintien d'ordre et sur le nouveau maintien d'ordre qu'on est en train de faire, qu'on veut faire. Et on a invité plusieurs spécialistes dont on nous disait qu'ils avaient les recettes miracles, les techniques de désescalade, pas d'usage du lanceur de balles de défense, un certain nombre de choses, etc. On a invité donc des Allemands, qui étaient, paraît-il, réputés pour ça, et on a invité des Espagnols, qui étaient, paraît-il, réputés pour ça. D'ailleurs, je vous renvoie à des vidéos qui ont eu lieu en pays catalan sur les manifestations, sur les dernières manifestations. Eh bien, à chaque fois qu'il y a eu des manifestations très dures, où les policiers allemands, espagnols, etc., se sont fait agresser sur les points, mais agresser de la même manière que les policiers français se faisaient agresser, ils ripostaient de la même manière. Ils ripostaient de la même manière avec l'usage de la même force, des mêmes techniques, l'usage employé, y compris le lanceur de balles de défense, 40, y compris ça. Il ripostait aussi avec des canons à eau et tout ce type de manière de faire. Alors, ce que vous venez de me dire, c'est quelque chose qu'on a entendu souvent. La désescalade, elle existe aussi en France. Elle est appliquée, mais à partir du moment où la personne que vous avez en face de vous est un manifestant traditionnel, un peu énervé, sur lequel on va pouvoir travailler. On va pouvoir négocier. De ce point de vue-là, et je fais un parallèle avec le RAID, par exemple, une unité d'élite comme le RAID, qui a une unité de négociateurs, et bien sûr des preneurs d'otages sur des forcenés qui ont un problème psychologique, 80 à 90% de ces forcenés-là sont sortis à la négociation. C'est-à-dire qu'on arrive à faire baisser la pression et à travailler sur la négociation. Si vous avez un forcené ou si vous avez un manifestant qui est venu avec des armes, en particulier des engins explosifs, des engins incendiaires et tout, pour cramer du policier, pour faire des exactions sur des gendarmes, la désescalade, vous ne pouvez pas parler face à des gens qui vous agressent de ce type-là. Donc il faut faire là aussi très attention à ce qui est dit et ce qui est rentré dans la pensée commune. Alors ce qui est vrai, c'est que sur les techniques nouvelles de maintien d'ordre, il y a un groupe qui est en train de se pencher sur un certain nombre de problèmes, qui va rendre sa copie dans quelques mois qui vont suivre, pour savoir ce qu'on peut améliorer du maintien d'ordre et ce que l'on ne peut pas améliorer. Même les gens les plus aguerris ne sont pas coutumés et ne peuvent pas s'habituer à ce type de situation-là. Le Bataclan, c'était l'horreur absolue et personne, peu de gens ont vu ça, y compris chez les militaires, et c'est difficile d'arriver à s'accoutumer à cette espèce de vision d'horreur qu'on a eue.
tout le monde a dit, tous les responsables politiques, un peu responsables, c'est le cas de le dire, ont dit qu'on n'a pas fini avec la menace terroriste, parce que cette menace terroriste, elle a sans doute muté. On est passé d'une menace de réseau organisée à une menace de terroristes endogènes, mais elle est toujours présente, comme on l'a vu récemment. Une menace, la France est un pays, il y a d'autres pays comme elle, mais la France est quand même un des pays où elle a cette malheureuse double casquette, c'est qu'elle peut être frappée par des terroristes venant de l'extérieur, mais elle a sa propre fabrique de terroristes à l'intérieur du territoire national, avec malheureusement un communautarisme qui mène à une radicalisation, qui mène à une radicalisation djihadiste, qui mène sans doute à un terrorisme violent. Donc la menace existe toujours, elle a juste muté de forme, mais il faut toujours s'en méfier bien évidemment, et travailler dessus de manière très forte. C'est ce que font nos services de renseignement. La cybercriminalité, c'est le danger le plus important de ce siècle et le plus invisible finalement. Mais c'est un danger important parce que c'est un danger qui peut arriver à le fait que certaines entreprises vont être empêchées de travailler, certains établissements publics vont être complètement bloqués par des attaques extérieures. Je pense en particulier à ce qui a eu lieu à l'établissement de Rouen, à l'hôpital de Rouen, qui a été complètement bloqué pendant... Il y a des scénarios catastrophes de ce type-là, et qui sont pas qui peuvent se dérouler. La cybercriminalité et donc la cybersécurité, qui en fait c'est quelque chose d'absolument essentiel, c'est absolument important. La France fait de gros efforts là-dessus, évolue dans ce domaine-là, et est en train de beaucoup travailler sur ce domaine-là. Par contre, je ferai un rapprochement avec la lutte contre le terrorisme. Il faut pouvoir travailler avant sur le terrorisme, on travaille avec les services de renseignement sur la menace. Sur la cybersécurité, on va travailler sur ce qui s'est passé auparavant pour emmener des réponses particulières. Il faut travailler pendant, prendre les précautions nécessaires concernant cette cybercriminalité, et en particulier des précautions d'hygiène informatique qui sont quelquefois banales, mais qui ne sont pas toujours prises dans les administrations, dans les entreprises, et qui nous coûtent cher. Et puis après, il faut travailler sur la résilience. Une fois qu'on a été attaqué, comment on fait pour rétablir nos réseaux? C'est mieux si on a fait des sauvegardes auparavant et si on se prépare à l'attaque. Et ça, on est exactement sur les 3 temps du combat du terrorisme de la même manière.